J'ai le plaisir d'introduire cette interview qui s'inscrit dans la série Comparative Law Talks de Diritti Comparati. Cet après-midi, je suis heureux que nous puissions accueillir pour une interview Marie-Claire Pontoro. Une présentation très brève. Marie-Claire Pontoro, vous avez fait vos études doctorales à l'Institut universitaire européen de Florence, où vous avez obtenu le doctorat en droit. Vous avez été maître de conférence à Poitiers et vous êtes revenu à l'IE en tant que Jean Monnet Fellow. Vous avez été professeur de droit public à la faculté de droit de Limoges, puis à la faculté de droit de Bordeaux, où vous intégrez à la date actuelle le Centre d'études de recherche comparative sur les constitutions, les libertés et l'État. Vous êtes l'autrice de nombreuses publications, je n'en cite que deux, les deux ouvrages monographiques. Il s'agit en fait de votre thèse, la reconnaissance des droits non écrits par les cours constitutionnelles italiennes et françaises, essai sur le pouvoir créateur du juge constitutionnel, publié en 1994, avec une préface d'Alessandro Pizzarusso, dont le nom est si cher à nous tous. Et puis, en 2010, Droit constitutionnel comparé, dont la seconde édition, si j'ai bien compris, va paraître très prochainement. Et donc, merci d'être là, merci pour cette possibilité de pouvoir échanger avec vous. Comme je l'ai anticipé en évoquant le nom du professeur Pizzarusso, vous êtes très proche de la tradition italienne des études de droit comparé. Et la première question porte donc sur les influences, les sources d'inspiration, les auteurs qui vous ont le plus influencé, la façon dont vous évaluez la contribution de la tradition italienne à la construction, disons, de la méthode de la recherche en droit comparé. Merci. Avant tout, je souhaite vous remercier aussi Giuseppe pour cette invitation qui me fait très plaisir. Et en effet, vous l'avez rappelé, je suis liée à l'Italie depuis de nombreuses années et ce lien est en lien direct avec ma sélection à l'Institut universitaire européen. Et je voudrais justement peut-être revenir très rapidement sur ce début de carrière puisqu'il a été déterminant. L'Institut universitaire européen situé à Florence a joué un rôle important puisque c'est un lieu unique où il y a un échange entre les disciplines, une dimension comparative internationale et ces différentes dimensions, donc à la fois internationale, comparative, pluridisciplinaire, m'accompagnent depuis le début de ma carrière et orientent encore aujourd'hui mes choix dans mes travaux de recherche, dans mon enseignement ou encore dans les travaux collectifs que je dirige et anime. Alors, à l'occasion de ce séjour à l'Institut pour réaliser ma thèse que vous avez rappelée, donc sur la reconnaissance des droits non écrits par les juges constitutionnels italiens et français, j'ai travaillé sous la direction de Bruno De Witt, qui à l'époque et a été mon directeur de thèse. Mauro Cappelletti venait juste de quitter l'Institut. Alors, je l'ai quand même croisé. Je vais raconter une petite anecdote parce que c'est tout à fait intéressant. Il m'avait dit, oh, écoutez, sur ce sujet-là, il y a rien à dire. J'ai déjà tout dit. Donc, il n'avait pas été très encourageant, mais cette perspective m'avait laissé penser qu'il y avait forcément quelque chose à faire. Et heureusement, Bruno De Witt a eu une très bonne idée. Il m'a dit qu'il serait bon d'avoir un co-directeur spécialisé et donc sur la justice constitutionnelle et comparatiste. Et il avait pensé à Alessandro Pizzarusso qu'il connaissait et dont j'ai fait la connaissance donc assez rapidement. J'étais très honorée, très heureuse
de cette collaboration avec Alessandro Pizzoluso qui s'est avérée très fructueuse. Ça a vraiment été important pour mon travail. Donc oui, depuis ces années-là, je suis liée à la doctrine constitutionnelle et comparatiste italienne. Alors avec Pizzoluso, je dirais que c'est plutôt le filon comparaison intégratif. J'ai dégagé en effet deux types de comparaison et je dirais qu'avec lui, c'était plutôt cette démarche-là. Rechercher les convergences entre les droits constitutionnels, en particulier en Europe. D'ailleurs, il a fait un excellent travail sur le patrimoine constitutionnel commun en Europe. Et puis, quand moi je suis devenue professeure, j'ai commencé à m'interroger sur cette démarche, surtout en devant évaluer d'autres travaux de plus jeunes collègues. Je me suis rendu compte que bien souvent, les interrogations sur la démarche suivie n'étaient pas au rendez-vous et qu'il fallait au contraire avoir cette démarche qui vise à comprendre ce qui est comparé, ce qui peut être comparé. Et là, j'ai élargi mes lectures et je dois dire que dans la doctrine italienne, là, je me suis tournée je me suis tournée vers les comparatistes de droit privé et je pense en particulier à Rodolfo Sacco, qui est évidemment très très connu chez vous, mais bien au-delà de la péninsule italienne et qui a donné une énorme contribution, me semble-t-il, à la comparaison des droits. En particulier, ce qui m'a intéressé dans ses travaux, c'est cette dimension qu'il qualifie de muette, la dimension muette du droit, parce qu'en effet, quand on cherche à comprendre un droit étranger, les règles de droit, les institutions, qui est la partie visible du système juridique, sont insuffisantes pour une compréhension en profondeur, complète de ce système juridique. Il faut aussi s'interroger sur les soubassements du système juridique et donc la dimension culturelle du droit est pour moi quelque chose aujourd'hui de tout à fait essentiel et c'est là où je ferai un lien avec les études comparatives italiennes dans cette dimension en effet culturelle que j'ai trouvée notamment chez Rodolfo Sacco, mais qui est aussi aujourd'hui développée par d'autres auteurs et qui me semble tout à fait aujourd'hui essentielle pour les avancées, je dirais, du droit comparé. Merci. Et après cette première question qui, disons, avait le but de se tourner un peu vers notre pays, la seconde question porte sur une contribution récente, relativement récente, que vous avez publiée, c'était 2014 en fait, dans la Revue française d'un droit constitutionnel. Il s'agit d'un article portant sur les études constitutionnelles comparatives en France après Louis Favoreux. Dans cet article, vous affirmiez que l'essor aujourd'hui même des études constitutionnelles comparatives a suivi des trajectoires plutôt différentes des deux côtés de l'Atlantique. C'est quelque chose qui nous paraît très intéressant au vu du questionnement de la réflexion générale sur les études constitutionnelles comparatives qui vient aussi de l'autre côté de l'océan. Je pense notamment aux travaux de Rand Hirschel, The Renaissance of Comparative Constitutional Studies. À 7 ans après la publication de cet article, quel bilan seriez-vous incliné à dresser de ce développement, donc des deux trajectoires qu'ont suivi les études comparatives de ce côté de l'océan et dans le milieu anglo-saxon, dans le continent américain? Alors, je crois qu'il y a des croisements de trajectoires entre ce qui se fait de l'autre côté de l'Atlantique et
en Europe, il y a des croisements de trajectoires, mais il y a aussi des différences, et des différences qui me semblent profondes. Alors, sur le croisement des trajectoires, je crois que ce qui est partagé, c'est une vision, on va dire, pluridisciplinaire, ou en tout cas un droit comparé qui a besoin d'autres savoirs pour une compréhension en profondeur. Donc ça, je crois que c'est partagé. Je crois qu'un autre élément aussi qui se développe aujourd'hui est partagé, à savoir qu'il faut sortir d'un regard, on va dire, euro-américano-centré pour regarder les expériences constitutionnelles au-delà des expériences historiques classiques, donc au-delà des cas français, anglais, allemand ou italien et des États-Unis, et regarder ce qui se passe dans d'autres parties du monde. Pour autant, je crois que il y a des divergences dans les démarches qui sont adoptées, parce que, alors ça vient aussi d'une question qui est peu traitée, mais qui est vraiment importante. Je crois que les structurations des disciplines sont différentes en Europe et aux États-Unis, en particulier en France et aux États-Unis. Si je prends la question du droit constitutionnel, le droit constitutionnel aux États-Unis, ça veut dire s'intéresser à la protection des droits et libertés et la question de l'interprétation constitutionnelle. Les questions liées aux institutions, le government, ce sont les politistes qui s'en occupent. En France, il n'y a pas cette même répartition des territoires, des champs disciplinaires. Je crois que ça a des conséquences sur la manière de traiter les questions constitutionnelles. Alors, plusieurs éléments là peuvent être mis en avant. Je crois que pour les études constitutionnelles comparées telles que je les conçois, ici j'expose la manière dont je conçois le droit constitutionnel comparé. Ce qui me semble important, c'est la notion de culture constitutionnelle pour chercher justement cette analyse en profondeur des différents droits et pour structurer les problèmes constitutionnels auxquels sont confrontés les constitutionnalistes. Alors, de manière très générale, je crois que le droit, c'est pas simplement le droit constitutionnel. Le droit est un phénomène socialement ancré et il doit émaner de la société, s'inspirer de cette culture au risque de ne pas être reconnu. Certaines constitutions n'arrivent pas à s'ancrer dans la société pour laquelle elles sont censées être faites. La France a une histoire constitutionnelle justement qui est jalonnée de très nombreuses constitutions. Alors, ici, si justement je fais référence aux travaux de Ram Hirsch et à l'ouvrage auquel vous vous êtes référé, publié en 2014, dans cet ouvrage, Hirsch affirme la primauté de la politique comparée sur le droit constitutionnel comparé. Pour lui, en particulier, il y a un élément qui ressort de cet ouvrage. Il formule une critique à l'encontre de la méthode comparative constitutionnelle, sous-entendu juridique, qu'il estime ou qu'il juge plus floue que la méthode comparative des politistes. Et il affirme en particulier la primauté de deux choix méthodologiques, à savoir la sélection de cas, d'une part, et l'utilisation des méthodes quantitatives, d'autre part. Alors, sur ces deux éléments, je pense que ce sont des directions méthodologiques que je peux partager. Autrement dit, je crois qu'il faut effectivement s'interroger sur les cas qui sont retenus dans le cadre
des études comparatives, il faut justifier les cas retenus autant que les cas non retenus. Autrement dit, la comparaison qu'on est prêt à mener, mais aussi celle qu'on ne veut pas mener, et dire pourquoi. Et ça, c'est vraiment important. Donc, en effet, je crois que la sélection de cas est un aspect méthodologique tout à fait essentiel et qu'il convient d'être ici rigoureux et de s'expliquer. Quant aux méthodes quantitatives, c'est vrai que le monde juridique a changé avec la globalisation, ça touche aussi la question, enfin les questions juridiques, et c'est donc une question qui peut être aussi quantifiée. De ce point de vue-là, les méthodes quantitatives ont aussi leur place. Je pense par exemple à une étude que j'ai menée de manière collective, justement, là aussi que j'ai dirigée avec une collègue italienne, Tania Glopp, de l'Université de Sienne. Et justement, il y avait une idée qui était véhiculée par la doctrine de cette idée de conversation transnationale entre juges. Très bien. C'est un discours qui a été construit à partir de quelques décisions rendues et il convenait précisément de faire une étude quantitative allant voir si les décisions étaient bien citées par les juges et comment elles étaient citées. Et donc, ça supposait en effet de faire une étude d'ordre quantitatif pour voir quelle était la réalité de cette idée. Et donc, c'est important, je crois, sur certains sujets, en effet, d'avoir des bases empiriques. Parce qu'on peut construire, en effet, des discours qui sont complètement déconnectés ou quasiment déconnectés des données juridiques et du droit positif. Alors, autant je crois qu'il convient de voir les soubassements du système juridique, de s'interroger sur la dimension culturelle du droit, autant je crois aussi qu'il convient d'avoir des bases réelles. Être instruit par la réalité constitutionnelle me semble tout à fait essentiel pour construire des discours et comprendre comment fonctionne aujourd'hui le droit constitutionnel. Alors, c'est là où je me sépare de l'analyse fournie par Rand Hirsch. Je ne crois pas à la primauté, toutefois, de ces méthodes. Je crois qu'elles sont importantes. Pour autant, on ne peut pas complètement déconnecter le droit du contexte culturel, de la langue utilisée, de l'histoire dans laquelle le droit s'est nourri et s'est ancré. Je crois que ce sont des éléments tout à fait essentiels et qui, là, sont un petit peu oubliés par les politistes d'origine, on va dire, qui relèvent du monde anglo-américain, pour être plus large de ceux qui travaillent aux États-Unis ou au Canada. Donc ça, je crois que là, il y a quelque chose de très important qui est en train de se jouer parce que c'est une vieille discussion qui est assez récurrente et qu'on retrouve un petit peu partout, c'est-à-dire c'est la discussion entre ce qu'on appelle les réalistes et les normativistes. Je crois qu'il convient d'avoir ici une démarche. Moi, j'ai toujours eu cette démarche. Je crois que je poursuivrai dans ce sens. Je crois que il faut avoir une démarche qui prend le meilleur de ce qui est proposé par les uns et les autres et éviter de s'ancrer dans des discours qui se ferment. Je crois qu'il faut être ouvert, regarder, écouter, essayer de comprendre, mais pas essayer en revanche d'imposer une certaine forme de comparatisme. Je crois qu'il y a différents types de comparaisons possibles, différents degrés de comparaison possibles. Et ça, je crois que c'est vraiment important. C'est en ce sens que je
prône le pluralisme méthodologique, je ne crois pas qu'il y ait une bonne manière de comparer. De même, il n'est pas possible pour un juriste de renoncer complètement aux données de droit positif. Nous sommes liés par certaines contraintes et de ce point de vue-là, tout ce discours qui est lié à l'apport des autres sciences, je crois que c'est vraiment important, mais en même temps, ça ne peut pas conduire à renoncer aussi à ce qui fait la spécificité du droit, qui est quand même, il faut le rappeler au cas où on l'aurait oublié, et parfois on s'interroge quand on lit effectivement les politistes américains, eh bien, le droit est fait de normes et c'est évidemment tout à fait essentiel pour mener des études comparatives qui vont tenir compte de cette spécificité. Donc là, il y a vraiment une divergence. Je crois qu'elle est en train de se marquer parce que je crois que du côté européen, il y a sans doute, parce que, enfin, je pense par exemple, je vais faire quelques noms, mais je pourrais en donner d'autres. Mais par exemple, je vois parmi les constitutionnalistes italiens que j'ai croisés, notamment quand j'accompagnais Alessandro Pizzoluso au groupe d'études construit par Louis Favoreux sur la justice constitutionnelle. J'ai fréquenté Gustavo Zagrebski ou encore Massimo Luciani, que je croise encore. Mais je vois, ce sont des constitutionnalistes qui ont une culture juridique qui est profondément ancrée dans la culture juridique européenne, qui ont une connaissance de ce qui a été construit dans les pays voisins et qui est une connaissance aussi historique. On a besoin de ces connaissances historiques. Le droit n'est pas complètement, comment dirais-je, sans sol, en quelque sorte, sans culture. Il est ancré dans une réalité sociale et politique. Et c'est là où, effectivement, il y a ce décalage, c'est-à-dire en le percevant qu'à travers des statistiques, forcément, cette dimension-là, elle disparaît un peu, ou en la percevant qu'à travers des analyses causales et économiques, c'est pareil. Il y a un aspect ici qui disparaît et qui me semble tout à fait essentiel. Alors, j'ai quand même ce sentiment, peut-être que je serai détrompée, mais il me semble que du côté européen, il y a sans doute une plus grande attention à ces aspects-là que du côté de l'autre côté de l'Atlantique, où en tout cas un certain courant du comparatisme a peut-être tendance à laisser de côté ces aspects qui me paraît dommageable. C'est-à-dire qu'une analyse qui conduirait à voir le droit qu'à travers une analyse quantitative, par exemple, des droits reconnus par les catalogues des constitutions, oui, ça peut nous informer sur la longueur des catalogues des droits constitutionnels. Ça peut nous informer sur la prolifération des catalogues des droits. Mais ça nous dit pas grand-chose sur la réalité des garanties offertes aux droits constitutionnels. Et ça me paraît quand même plus important. Voilà, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est une opinion partagée à l'intérieur du groupe de diritti comparati. Nous ne pouvons pas nous passer de la dimension culturelle de droit afin d'appréhender ce qu'est la signification, ce qu'est la fonction de la Constitution, du constitutionnalisme dans un certain contexte. Donc, les études constitutionnelles, le constitutionnalisme sont toujours situées. La troisième question se situe un peu dans la droite ligne de la précédente et elle a à voir avec le global constitutionalism. Donc, l'appréciation que vous portez de la valeur ajoutée du comparatisme critique, ainsi que vous le qualifiez,
face à la montée en puissance du global constitutionalism. Oui, alors on est effectivement ici dans le prolongement de ce débat que je viens d'évoquer, puisque la comparaison est un discours. Je crois qu'il faut peut-être repartir de cette idée très simple. C'est un discours et donc on construit la comparabilité. Et donc le constitutionnalisme global est un discours, enfin plus exactement ce sont des discours, parce qu'il y a beaucoup de discours qui ont été formulés sur le constitutionnalisme global, il y a beaucoup de théories qui ont été, ou d'interprétations qui ont été proposées du constitutionnalisme global. C'est sans doute réducteur de dire il y a un discours, mais bon, pour simplifier les choses, je vais peut-être le présenter de cette manière-là. Et donc, je crois qu'il est important de s'interroger précisément sur les modalités et sur les finalités du discours, et en particulier de celui qui vise à promouvoir un constitutionnalisme global. Alors, ici, je crois qu'il convient de souligner que le comparatisme dit critique peut prendre deux voies. La première voie, ça peut être précisément celui qui va viser à déconstruire les présupposés de ces représentations. Et ici, la représentation d'un constitutionnalisme global, autrement dit que, on va dire, le constitutionnalisme libéral se serait largement diffusé dans l'ensemble des pays bien au-delà des pays où est né le constitutionnalisme libéral. Donc la première voie, c'est celle-ci, chercher à déconstruire ces représentations, parce que ce sont des constructions. Et donc, il convient de comprendre quels sont les présupposés, parce qu'ils ne sont pas toujours exposés de manière claire. Et puis, la seconde voie qui peut être pratiquée par le comparatisme critique, c'est de construire une recherche comparative en exposant la démarche et en la justifiant, parce que, comme je l'ai déjà souligné dans le début de notre entretien, je crois qu'il est vraiment important. Alors, je crois que il me semble, là, pour avoir fait un petit retour justement sur les travaux en droit comparé publiés au cours de ces 10 dernières années, il me semble qu'à présent, il y a quand même un souci qui est beaucoup plus ancré qu'il ne pouvait l'être de par le passé, à savoir, en effet, de justifier la comparaison menée et d'expliquer précisément les finalités, les raisons pour lesquelles la démarche comparative est adoptée. Donc, il est important, en effet, de souligner, et je crois que je le répète, ce n'est pas la première fois, mais tant pis, je répète encore, il y a plusieurs manières de comparer. Il y a plusieurs chemins qui peuvent être pratiqués pour comparer. Alors, c'est vrai que certains y voient un manque de consensus dans la discipline, mais je le répète, je ne crois pas qu'il existe une bonne méthode comparative. La comparaison est un exercice pratique, un exercice concret. Le chercheur est donc amené à avancer, voire à reculer. C'est par tâtonnement que le chercheur en droit comparé avance. Et donc, affirmer un comparatisme pluraliste n'est pas une facilité. C'est au contraire reconnaître les différentes manières de penser la comparaison. Et je crois que c'est une richesse. Il ne faut pas le voir comme une faiblesse ou c'est véritablement une richesse qu'il y ait des alternatives. D'un point de vue épistémologique, c'est vraiment important. Et je ne comprends pas ceux qui
avance au contraire qu'il conviendrait de fixer une fois pour toutes une méthode auquel il faudrait se tenir. Ça me paraît vraiment très compliqué de fixer les choses de manière aussi rigide. Je crois que le pragmatisme est ici tout à fait important. Alors, se dire pragmatique, pluraliste, je le répète, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Il est clair qu'il convient d'avoir une démarche scientifique. Cette démarche scientifique repose sur un discours qui va être raisonnable et raisonné, parce que justifié. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et en ce sens, bon, peut-être que je me trompe, peut-être que mon regard est biaisé parce que c'est ce que je défends maintenant depuis de nombreuses années, mais il me semble qu'une approche contextuelle et culturelle aujourd'hui est plus largement répandue qu'elle ne l'était, dès lors qu'elle reste en effet dans un cadre, dans une démarche modérée, qu'elle ne vise pas à affirmer la singularité des droits, même s'il peut y avoir des spécificités. Je crois qu'on peut à la fois rechercher la spécificité des droits constitutionnels et en même temps s'intéresser aux principes communs constitutionnels. Je ne crois pas que les deux démarches là aussi soient antagonistes, opposées. Je crois qu'on peut les combiner, au contraire, même c'est fructueux de chercher la combinaison des deux. Par exemple, dans le cadre de l'intégration européenne, ça me paraît tout à fait essentiel pour comprendre, et on l'a vu au cours de ces dernières années, on le voit encore aujourd'hui, il y a des résistances au discours d'intégration européenne, et il convient de comprendre pourquoi. Et on ne peut le faire qu'en cherchant justement à voir où se situent les spécificités constitutionnelles. Donc je crois que les démarches ici peuvent être combinées. Je crois que ça aussi c'est important. Donc pour terminer sur cette question, ce que je voudrais souligner, c'est que on peut dire que la communauté des comparatistes, depuis une vingtaine d'années, a des débats méthodologiques. Et c'est une excellente chose. C'est vrai que la question méthodologique avait sans doute été mise un petit peu de côté. Et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, au contraire, elle est devenue centrale. Très bien, je crois que c'était tout à fait essentiel. Pour autant, je crois qu'il convient aussi de reconnaître qu'il ne faut pas surjouer les oppositions entre les différents courants du droit comparé, du comparatisme, parce que ça devient contre-productif. Et c'est en ce sens aussi que j'insiste, je répète peut-être, qu'il convient de combiner les différentes démarches. Je crois que ça peut être très enrichissant d'avoir plusieurs regards sur un même objet, et c'est là où on peut justement encore essayer d'atteindre la profondeur du droit, hein, ce que j'ai évoqué là aussi au début de notre entretien. Très bien. Et en se tournant un peu vers le présent, vers l'avenir plus ou moins proche, quels sont vos projets actuels, vos projets futurs? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Tout à fait. Alors, vous l'avez laissé entendre au tout début de notre entretien. Je suis actuellement en train de revoir les épreuves de mon ouvrage Droit constitutionnel comparé, dont la seconde édition va donc paraître début septembre. Alors, il était temps que je fasse cette nouvelle édition, puisque ça faisait 10 ans ou presque, enfin même plus même, que la première édition est sortie. Alors, comme l'ouvrage était quand même beaucoup tourné autour des questions méthodologiques, c'est vrai que pendant un certain nombre d'années, je n'ai pas senti réellement ce besoin de revenir sur ces questions de méthode. Pour autant, c'est vrai que au cours de ces 10 ans, le débat s'est poursuivi et j'ai voulu intégrer de nouvelles questions.
en particulier la perspective postcoloniale. J'ai eu l'occasion de mener un travail collectif sur cette question avec Alban Gélin et Carlos Miguel Herrera. Et donc, je voulais l'intégrer aussi dans l'ouvrage. Ça me paraissait important, justement parce que là aussi, ça a été évoqué au cours de l'entretien. C'est vrai qu'il y a un vrai défi aujourd'hui pour les constitutionnalistes comparatistes, enfin pour les comparatistes d'ailleurs de manière plus large. La focale s'est réellement agrandie. On ne peut plus, en effet, aujourd'hui s'intéresser seulement aux expériences constitutionnelles européennes ou nord-américaines. Il convient aussi de prendre en compte les expériences constitutionnelles sud-américaines, africaines, ce qui se passe aussi en Asie. Alors c'est un véritable défi pour le comparatiste, parce que c'est vrai que tout seul, ça devient très compliqué d'avoir cette vision globale. Ça, incontestablement, donc je crois qu'il convient là aussi de s'interroger sur notre capacité à pouvoir rendre compte de l'ensemble de ces expériences. Donc je voulais justement par cet ouvrage qui est un petit peu singulier, hein, ça a été souligné par certains de mes collègues qui en ont fait des comptes rendus. C'est vrai que c'est un ouvrage un petit peu, comment dirais-je, oui, singulier au regard de ce qui est produit généralement en France. Alors, il est produit dans une collection de manuels, mais comme ça a été dit, et cette fois-ci d'ailleurs, je le dis moi-même, ce n'est pas un manuel, c'est plutôt un guide de réflexion pour accompagner en particulier les étudiants les plus avancés dans la comparaison des droits. Il s'agit véritablement d'essayer de les guider en posant en effet un certain nombre de questions, en les rendant visibles ces questions, parce que malheureusement trop souvent le comparatisme se forme, et je l'ai dit, c'est vrai, c'est un exercice concret, pratique, mais ce n'est pas une mauvaise chose quand même d'avoir cette réflexion épistémologique et méthodologique pour accompagner les plus jeunes et faciliter ce travail de réflexion sur comment on construit de la comparabilité. Donc, cet ouvrage connaît une nouvelle édition pour approfondir certains de ces aspects, pour tenir compte aussi d'un élément qui m'est paru tout à fait essentiel, à savoir que aujourd'hui, je crois quand même qu'il y a une plus large convergence pour reconnaître que la lecture qui a été très largement dominante après 1989 et dans les années qui ont suivi avec la chute du mur de Berlin, que le constitutionnalisme aujourd'hui connaît différentes formes et qu'il convient aussi de rendre compte de ces différentes expériences et précisément qu'on n'est peut-être plus dans cette globalisation heureuse, ou que certains ont qualifié de globalisation heureuse, et sortir donc de cette vision en apportant là aussi cette diversité et souligner qu'il nous appartient à nous, constitutionnalistes comparatistes, de nous interroger justement sur ces différentes formes du constitutionnalisme. Alors c'est justement un des aspects que j'aimerais approfondir. Je l'aborde dans l'ouvrage, c'est une des questions que j'ai approfondies, mais j'aimerais y consacrer un ouvrage. Alors j'ai déjà un éditeur qui est intéressé par l'ouvrage. Malheureusement, c'est un petit peu le temps qui me manque. Je n'ai pour l'instant qu'une ébauche, mais pour les prochaines, on va dire, peut-être pas années, j'espère être plus rapide. J'espère effectivement là offrir une sorte de panorama et de réflexion justement sur le constitutionnalisme et ses différentes formes contemporaines. Eh bien, merci.
C'est une leçon d'ouverture, de pluralisme méthodologique, de pluralité des points de vue que nous venons d'écouter. Et on a été ravis de pouvoir échanger avec vous, vraiment. Donc, nous réjouissons de pouvoir lire la seconde édition de votre ouvrage, Droit constitutionnel comparé. Et encore une fois, un grand merci pour cette interview qui est une contribution importante à notre série Comparative Law Talks. Merci bien, merci beaucoup. Merci à vous, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci encore.